Je m'appelle Christophe Mercier et pendant 23 ans, j'ai cru connaître ma femme. Je pensais que Catherine était la femme avec qui je partageais non seulement mon lit, mais aussi mes rêves, mes projets, toute ma vie. Notre entreprise de transport grandissait chaque année. Nous bâtissions un empire ensemble, à partir de rien. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé à se fissurer un soir de mars, lorsque je suis rentré plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires à Bordeaux. Ma réunion avec les fournisseurs s'était terminée plus vite que prévu. Au lieu de passer la nuit à l'hôtel, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez nous, dans notre villa à Neuilly-sur-Seine. Je voulais surprendre Catherine, peut-être l'emmener dîner dans ce petit restaurant près de Versailles, qu'elle aimait tant. La maison était silencieuse quand je suis entré. Les lumières n'étaient allumées qu'à l'étage, dans la chambre principale. J'ai pensé que Catherine dormait déjà. Alors j'ai retiré mes chaussures et je suis monté doucement. Mais quelque chose clochait. J'entendais des voix, des rires. Son rire. Celui qui autrefois me donnait l'impression d'être l'homme le plus heureux du monde. Maintenant, il sonnait différemment, étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Je me suis figé devant la porte de la chambre, sentant une sueur froide couler le long de mon dos. Je savais que je devais ouvrir cette porte, mais tout mon être hurlait de ne pas le faire. Comme si mon instinct savait que derrière cette porte, tout ce que je connaissais allait s'effondrer. J'ai baissé la poignée très lentement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être était-ce un réflexe atavique pour prolonger les derniers instants d'ignorance. La porte s'est ouverte sans un grincement. Je les avais huilés la semaine précédente, toujours soucieux du moindre détail dans cette maison. Ce que j'ai vu a tué quelque chose en moi pour toujours. Catherine était au lit avec Marc, mon meilleur ami depuis l'université. Mais ce n'était pas le plus grand choc. J'ai remarqué une petite lumière rouge clignotant dans le coin de la pièce. Une caméra, professionnelle, sur trépied, braquée exactement sur le lit. Et à côté, un ordinateur portable ouvert. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas jeté sur eux. Je suis resté là, à regarder ma vie voler en éclats. Ils ne m'ont même pas remarqué tout de suite. Ils étaient trop occupés par leur jeu, leur spectacle. Car c'était un spectacle, je l'ai compris immédiatement. Quand ils m'ont enfin vu, Catherine a poussé un petit cri, mais il n'y avait ni peur ni honte dans ses yeux. Il y avait une lueur différente. Du triomphe, de la satisfaction, peut-être même du soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Marc a bondi du lit, essayant de dire quelque chose, mais je l'ai fait taire d'un geste de la main. Je ne voulais pas écouter leurs mensonges, leurs excuses, leurs demandes de pardon. Je me suis approché de l'ordinateur. L'écran affichait une interface sombre, un site de streaming qui semblait primitif. Le dark web. Je l'ai compris tout de suite. J'avais travaillé avec des informaticiens qui m'avaient parlé de ce monde. En haut de l'écran s'affichait un nombre. 1847. Le nombre de spectateurs. Près de 2000 personnes regardaient en ce moment même ma femme, avec mon meilleur ami. Dans mon lit, dans ma maison. Sous l'image, des commentaires défilaient en plusieurs langues. Anglais, russe, arabe. Et des sommes d'argent. Des dons. Des virements. Un utilisateur nommé Diamond King UAE venait de verser $5,000 avec le commentaire « More humiliation content soon. This cuckold angle is premium ». J'ai senti mon estomac se nouer. Catherine s'est levée du lit enfilant son peignoir, celui que je lui avais offert à Noël dernier, acheté dans cette boutique de l'avenue Montaigne. Elle s'est approchée de moi, calme, trop calme. « Christophe, écoute », a-t-elle commencé, mais sa voix était dénuée d'émotion, comme si elle récitait un texte préparé à l'avance. « Combien ?» ai-je demandé. Ma voix était étrangère, plate. « Combien tu as gagné avec ça ?» Ma question l'a prise au dépourvu. Elle a échangé un regard avec Marc qui avait déjà enfilé son pantalon et semblait vouloir disparaître sous terre. « Ce n'est pas une question d'argent. » a-t-elle tenté. « Combien, Catherine ?» ai-je répété, plus fort cette fois. Elle a soupiré. 180 000 € sur la dernière année. Mais ce n'est pas ce que tu crois. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue dans la poitrine. 1 an. Une putain d'année entière. J'ai commencé à reculer, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. J'ai fait défiler l'historique des transmissions. Il y avait des centaines d'enregistrements. Des centaines. Datés depuis mars de l'année dernière. Les titres étaient en anglais. Rich French husband doesn't know. Businessman cuckold live. Wife secret affair broadcast.
Combien de fois ai-je chuchoté? Marc a fini par parler. Mec, écoute, c'est arrivé par hasard, Je me suis tourné vers lui si brusquement qu'il a reculé. Toi, tu ne dis rien? Rien. Je te connais depuis 20 ans. Tu étais mon témoin de mariage. Tu es le parrain de mon fils. Et toi, je n'ai pas pu finir. Les mots restaient coincés dans ma gorge comme des pierres. J'ai regardé Catherine. Elle se tenait près de la caméra, s'accrochant au trépied comme à une ancre. Dans la lumière de la lampe de chevet, elle ressemblait à une étrangère. Peut-être l'avait-elle toujours été. Les spectateurs, a-t-elle dit finalement. Et sa voix était maintenant différente, plus dure. Ils aiment l'authenticité. Ils aiment savoir que tu ne sais pas. Ça augmente l'excitation. Ils payent plus quand ils savent que c'est réel, que je te trompe vraiment, et que tu vis dans l'ignorance comme un idiot. Ce mot, idiot, elle l'avait utilisé avec une telle légèreté, comme si elle parlait de la météo. Pourquoi? C'était tout ce que j'ai réussi à articuler. Elle a haussé les épaules. L'argent était bon, les émotions encore meilleures. La vie avec toi était prévisible, ennuyeuse. Toi et tes principes, ton honnêteté, ta foutue morale. Marc, au moins, comprend qu'il faut parfois vivre sur le fil du rasoir. J'ai regardé l'ordinateur encore une fois. Les commentaires continuaient d'affluer. Quelqu'un avait remarqué ma présence. Wait, is that him? The husband is there. This is getting good. Le nombre de spectateurs a bondi à 2341. J'ai fermé l'ordinateur d'un coup sec. Le silence qui a suivi était plus bruyant que n'importe quel cri. Trouve-toi un avocat demain matin, ai-je dit doucement. Le meilleur que tu puisses te payer. Avec ces 180 000 euros, tu devrais pouvoir t'offrir quelqu'un de décent. Christophe, tu ne peux pas. Je peux et je vais le faire. Mais pas comme tu le penses. Ce ne sera pas un divorce pour adultère. Ce sera bien pire. Je me suis retourné et je suis sorti de la chambre, de la maison, de la vie que je connaissais. Dans la voiture, je suis resté assis une demi-heure à regarder les fenêtres illuminées de notre villa. Leur villa plus la mienne. Du moins plus de la façon dont je la connaissais. Je savais une chose. Catherine et Marc avaient commis la plus grande erreur de leur vie. Pas parce qu'ils m'avaient trompé. L'adultère, on peut le survivre, le surmonter, parfois le pardonner. Mais ce qu'ils avaient fait dépassait les limites de toute décence. Ils m'avaient utilisé, souillé, ils avaient gagné de l'argent sur mon humiliation. Ils avaient fait de moi une attraction involontaire pour des pervers du monde entier. Et maintenant, ils allaient devoir payer pour ça. Chaque centime, chaque seconde, chaque larme. J'ai passé la nuit à l'hôtel Marriott sur les Champs-Élysées. L'ironie, c'est que cet hôtel était l'un des premiers endroits où j'avais emmené Catherine dîner après notre mariage, il y a 23 ans. Maintenant, j'étais assis dans une chambre stérile, regardant Paris la nuit, me demandant quelle part de ma vie n'avait été qu'un mensonge. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à fouiller. S'ils avaient été assez stupides pour mener cette opération depuis notre maison, ils avaient été assez stupides pour laisser des traces. J'avais accès à tous nos comptes bancaires communs. J'ai commencé par le début, mars de l'année dernière, exactement comme elle l'avait dit. Les premiers versements sont apparus le 19 mars. Des virements étranges de comptes étrangers, des montants variés, toujours en dollars ou en euros, convertis via d'obscures plateformes de crypto-monnaies, mais atterrissant finalement sur un compte privé au nom de Catherine, dont j'ignorais l'existence. Un compte privé. Ma femme avait un compte secret. J'ai fait défiler les relevés. Les montants augmentaient chaque mois. 1 000 euros en mars, 2 000 en avril, 4 000 en mai. En décembre, c'était déjà 20 000 euros. Noël. Je me souviens de ce Noël. Nous étions chez mes parents à Lyon. Catherine était si heureuse, souriante. Elle aidait maman en cuisine, riait avec papa à table. Elle me tenait la main tout le temps. Et je n'avais aucune idée qu'à peine une semaine plus tôt, elle diffusait en direct devant 2000 personnes comment elle me trompait avec mon meilleur ami. J'ai eu la nausée. Je me suis levé et je suis allé aux toilettes où j'ai vomi mon dîner. J'étais à genoux sur le sol de la salle de bain de l'hôtel, millionnaire de 45 ans, qui avait bâti une entreprise à partir de rien, qui donnait du travail à 200 personnes, qui était respecté dans le secteur. Et maintenant, je me sentais comme une nullité absolue. Je suis retourné à l'ordinateur.
Je devais en savoir plus. Je devais comprendre l'ampleur de ce crime, car je ne pouvais pas l'appeler autrement. Je me suis connecté à la boîte mail professionnelle de Marc. J'étais l'administrateur de tous les comptes de notre entreprise, j'en avais le droit. Légalement, j'étais dans les clous. Moralement, eh bien, ils avaient franchi ces lignes il y a longtemps. J'ai trouvé un dossier intitulé « Project K ». K comme Catherine. J'ai ouvert le premier mail. Il venait de quelqu'un au pseudo Webmaster FR et daté de février de l'année précédente, 1 mois avant le premier stream. Marc, la proposition est simple. Ta copine est séduisante, tu dis que son mari est un riche homme d'affaires qui voyage beaucoup. Parfait. Contenu de niche du dark web, cuckolding, mais réel. Pas d'acteur, une vraie trahison. Nous avons déjà une base de clients qui paient des tarifs premium pour l'authenticité. Le partage sera 60-40, nous prenons 40% pour la plateforme et le marketing. Tu fournis le contenu, tu emprunteras le matériel chez nous, tout est crypté, non enregistré en France. Sécurisé. J'ai continué à lire. Toute la correspondance était là. Marc hésitait au début, pas pour des raisons morales, non. Il hésitait parce qu'il avait peur de se faire prendre. Webmaster FR l'assurait que c'était impossible. Ils utilisaient des VPN, les serveurs étaient en Russie et aux îles Caïmans, les paiements passaient par des cryptos et étaient transférés plusieurs fois. Impossible à tracer. De plus, écrivait Webmaster FR dans l'un des mails, ton pote ne le saura jamais. Les types comme lui ne connaissent rien à la technologie. Occupé par sa boîte, son argent, aveugle à ce qui se passe sous son nez, c'est du tout cuit. En avril, Marc a fini par accepter. Il a écrit « Catherine est partante. L'argent et le risque l'excitent. Elle dit qu'elle a toujours voulu se sentir comme une star du porno mais sans les conséquences. C'est idéal. » J'ai fermé les yeux. J'ai relu cette phrase. Catherine est partante. C'est elle qui avait eu l'idée. Ce n'était pas l'idée de Marc. C'était son initiative. La femme que j'avais épousée devant l'autel. La mère de mon fils. La personne à qui j'avais confié toute ma vie. Elle voulait être une star du porno. Et elle voulait que je sois l'accessoire de son show. Un accessoire inconscient et humilié. Les mails suivants montraient la planification. Quand je partais en voyage d'affaires, ils faisaient des sessions. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Des sessions. Comme si c'était un travail normal, un business ordinaire. Je vérifiais les dates dans mon calendrier. Chaque déplacement à Bordeaux, Nantes, Lille, chaque conférence, chaque réunion, tout était pour eux une opportunité. J'ai trouvé un fichier Excel. Titre, Revenu tracking. Revenu mensuel, détaillé. Tendance visible. Quel type de contenu rapportait le plus? Degradation talk. Des conversations où Catherine m'insultait, disait à quel point j'étais ennuyeux au lit, à quel point Marc était meilleur. C'est ce qui rapportait le plus. Anniversary spécial. La diffusion pour notre 22e anniversaire de mariage. Je me souviens de ce jour-là. Nous étions allés à Courchevel pour le week-end. Je pensais que c'était un moment magnifique. Un renouveau pour notre couple. Il transmettait tout en direct. À l'hôtel. Dans notre chambre. Pendant que je dormais après le dîner fatigué par la route, Catherine et Marc, qui étaient par hasard à Courchevel ce même week-end, faisaient le show dans la salle de bain. Ils ont filmé comment je sortais de la chambre le matin pour le petit déjeuner, comme si c'était un sketch comique. Les commentaires des spectateurs étaient pires que tout ce que je pouvais imaginer. Ce bouffon ne sait vraiment rien. Le pauvre idiot croit qu'il a une femme. Ça doit être un acteur, personne n'est aussi aveugle. Mais Webmaster FR répondait toujours « 100% authentique, garantie. C'est de la vraie ignorance, de vraies cornes. Le meilleur contenu sur le marché. » J'étais assis dans cette chambre d'hôtel et je sentais quelque chose se briser en moi une fois de plus. Chaque instant de notre mariage était désormais souillé. Chaque sourire de Catherine, chaque « je t'aime », chaque moment d'intimité, tout était faux. Ou pire, tout était vrai pour elle, mais selon des règles totalement différentes. Elle m'aimait comme une source de revenus, comme un esclave qui finançait sa vie, pendant qu'elle bâtissait un empire sur mon humiliation. À 4 heures du matin, j'ai trouvé le pire. Un forum de discussion sur le dark web, où les fans échangèrent des avis sur différents streams. Il y avait tout un fil consacré à Catherine. French Wife Live. C'est ainsi que s'appelait sa chaîne. Les gens m'analysaient comme un animal dans un zoo. Regarde comment ils la croient.
Il pense vraiment qu'elle fait des heures sup au boulot. Ma partie préférée, c'est quand il rentre à la maison et l'embrasse, sans savoir qu'il y a 5 minutes, elle avait la bouane d'un autre mec dans la bouche. Je me suis arrêté sur cette phrase. Je l'ai lue 3 fois, puis 4, 5. J'ai commencé à crier. Juste crier, dans une chambre d'hôtel vide, au milieu de la nuit, à Paris, où personne ne m'entendait et personne ne se souciait de ce qui m'arrivait. J'ai crié jusqu'à ce que ma voix se brise, jusqu'à sentir une brûlure dans ma gorge, jusqu'à ce que les larmes commencent à couler d'elles-mêmes, impossibles à arrêter. J'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de mon père, il y a 10 ans. J'ai pleuré comme un enfant, comme quelqu'un qui vient de perdre tout ce qui avait du sens. Mais ensuite, lentement, les larmes ont séché. Il est resté autre chose. Quelque chose de froid et dur, qui se cristallisait quelque part au centre de ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du désespoir. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était de la détermination. Je me suis levé, j'ai lavé mon visage, je me suis redressé devant le miroir. Je regardais mon reflet, un homme fatigué aux yeux injectés de sang et une barbe de 2 jours. Mais j'ai vu aussi autre chose. J'ai vu un homme qui venait de décider qu'il ne se laisserait pas détruire, qu'il ne permettrait pas que ces gens, qu'il avait trahis, utilisés et humiliés, s'en sortent impunément. J'avais des preuves. J'avais les mails, les virements bancaires, les enregistrements d'écran, toute la correspondance. J'avais tout ce dont le procureur avait besoin pour les inculper non seulement d'atteinte à la vie privée, mais de diffusion illégale de contenu intime, de fraude fiscale, car il n'avait certainement pas déclaré ses revenus, et probablement d'une 12aine d'autres délits. Mais d'abord, je devais être plus malin. Je devais rassembler chaque preuve, chaque détail. Je devais m'assurer que lorsque je frapperais, ce serait un coup dont il ne se relèverait pas. J'ai ouvert un nouveau mail et j'ai commencé à écrire à Paul Dubois, mon avocat depuis 20 ans. Un homme en qui j'avais une confiance absolue. Je lui ai tout écrit, chaque détail. J'ai demandé un rendez-vous le jour même, à midi. Ensuite, j'ai appelé Thierry, une connaissance de la fac qui était maintenant détective privé. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à rassembler les preuves d'une manière qui aurait une valeur juridique. Quelqu'un qui sait naviguer dans ce genre d'affaires sans commettre d'erreur. Le soleil commençait à se lever sur Paris. Un nouveau jour. Le premier jour du reste de ma vie. Une vie où Catherine et Marc regretteraient chaque seconde de leur crime. Car c'était un crime. Et j'avais l'intention de m'assurer qu'ils paient pour cela. La réunion avec Paul a eu lieu dans son cabinet, avenue Hoche. Nous nous connaissions depuis l'époque où je montais ma boîte à partir de rien, où chaque centime comptait. Aujourd'hui, ses bureaux occupaient tout un étage d'un immeuble haussmannien, mais Paul était toujours le même homme, concret, intelligent, impitoyable quand il fallait se battre. Il était assis en face de moi, parcourant les impressions que je lui avais apportées. Il lisait en silence, fronçant parfois les sourcils ou secouant la tête. Au bout de 20 minutes, il a posé les papiers et m'a regardé droit dans les yeux. « Christophe, c'est pire que ce que je pensais, » a-t-il dit lentement. « Bien pire. Je sais. Non, tu ne sais pas encore tout. » Il a pris un dossier et en a sorti des documents supplémentaires. « J'ai déjà reçu des infos préliminaires du détective privé que j'ai engagé juste après ton mail. On a vérifié ce numéro de compte depuis lequel ce Webmaster FR payait. » J'ai senti mon cœur battre plus vite. Ce n'est pas une société externe. Paul a glissé une photo vers moi. C'est une société enregistrée à Chypre, mais le propriétaire est Marc, ton Marc. J'ai dû l'entendre 2 fois avant de comprendre. Tu veux dire, il ne travaillait pour personne. Marc a créé toute la plateforme lui-même. Il gérait tout ce business. Catherine n'était qu'une actrice. Une actrice bien payée, mais une actrice. Il gérait tout, les serveurs, les paiements, le marketing. On a trouvé 5 autres couples qui travaillent pour lui. C'est toute une opération, Christophe. Un réseau international de pornographie cuckolding où le produit phare, ce sont les vraies trahisons inconscientes. La pièce tournait. Il m'a fallu un moment pour reprendre mon souffle. « Combien ?» ai-je demandé. « Combien il gagne avec ça ?» Paul a hésité. « Par an ? On estime environ 700 000 €, net. Tout caché dans des paradis fiscaux, tout illégal, tout non déclaré. 700 000. Alors que je payais tout. La maison, les voitures, les vacances, la vie de Catherine. Je travaillais 14 heures par jour,
Je bâtissais l'entreprise, je supportais le stress, les responsabilités, pendant que mon meilleur ami et ma femme bâtissaient un empire sur mon humiliation. Il y a autre chose, a ajouté Paul. Ton fils. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Thomas. Quoi, Thomas? Rien de mal, calme-toi. Mais on a vérifié son compte bancaire, le compte que tu lui as ouvert pour ses études. Catherine faisait des retraits réguliers, 1 000 € par mois, depuis 1 an. Putain de merde. J'ai frappé du poing sur le bureau. Elle volait son propre fils? Ce n'est pas tout. On a vérifié où allait cet argent. Catherine l'investissait dans des bitcoins, via le compte de Marc. Elle se constituait une sécurité financière. Au cas où tu découvrirais le poteau rose et voudrais divorcer, elle pensait à tout, Christophe. C'était planifié comme une opération militaire. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Je regardais la rue, les gens se pressant au travail, des gens normaux avec des problèmes normaux. Je les enviais. J'enviais quiconque n'avait pas à affronter ce que j'affrontais maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ai-je demandé, regardant toujours par la fenêtre. Juridiquement, on peut les détruire. On a des preuves d'atteinte à la vie privée, d'enregistrement et de diffusion illégale de contenu intime. C'est passible de prison. Fraude fiscale, encore de la prison. Vol sur le compte de Thomas, c'est aussi un délit. Utilisation de l'image sans consentement à des fins commerciales. Proxénétisme numérique aggravé. La liste est longue. Je me suis tourné vers lui. Mais l'affaire ira dans les médias. Impossible de l'éviter. Ton nom, ton entreprise, tout sera dans les journaux. Internet n'oublie pas, Christophe. Ces vidéos sont quelque part sur le réseau. Elles peuvent refaire surface. Les gens te reconnaîtront comme le cocu du dark web. Es-tu prêt pour de telles conséquences? J'ai réfléchi un long moment. Paul avait raison. La voie légale était évidente, mais aussi la plus douloureuse pour moi. Chaque détail de mon humiliation deviendrait public. Mes clients, mes employés, ma famille, tout le monde le saurait. Il y a une autre façon, a dit finalement Paul, comme s'il lisait dans mes pensées. Plus élégante. Je me suis rassis. Je t'écoute. Marc gère un business illégal. Il a des partenaires là-dedans, d'autres criminels. Des gens qui n'apprécient pas la trahison en affaires. Que se passerait-il si ses partenaires apprenaient que Marc prévoit de les doubler? Qu'il veut reprendre toute l'opération pour lui seul? Qu'il discute déjà avec la concurrence? Je l'ai regardé, incertain. Je ne comprends pas. On va créer de fausses preuves. Des mails, des conversations, des transferts d'argent. Tout fabriqué, mais paraissant authentique. On injectera ces infos dans leur réseau de communication interne. Laissons-les s'occuper de Marc. Le dark web a ses règles, Christophe. Là-bas, tu n'appelles pas la police quand on t'arnaque. Là-bas, tu gères ça toi-même. J'ai compris. C'était dangereux, peut-être immoral, mais efficace. Marc serait détruit par ses propres complices, sans procès, sans battage médiatique, sans mon humiliation en première page. Et Catherine, ai-je demandé. Catherine, c'est différent. Elle n'a pas ses liens, mais elle a autre chose, une réputation. Ta femme tient beaucoup à la façon dont elle est perçue. Tu te souviens à quel point le statut social était important pour elle? Je m'en souvenais. Catherine avait toujours soigné les apparences. Toujours la mieux habillée, le sac le plus cher, le sourire parfait. Elle avait trouvé son identité dans ce groupe de femmes riches qui se réunissaient pour des brunchs à Neuilly, organisaient des soirées caritatives, se vantaient de leurs vacances aux Maldives. Alors, ai-je demandé, alors on fera en sorte que tout ce qu'elle a construit s'effondre comme un château de cartes. Ses amis sauront la vérité. Pas tout. Elles n'ont pas besoin de savoir pour la pornographie. Mais elles sauront pour la trahison, les mensonges, le fait que Catherine n'est pas celle qu'elle prétend être, que sa vie de luxe était financée par toi, pendant qu'elle te trompait et t'exploitait systématiquement. J'y ai pensé un instant. C'était cruel, mais juste. Catherine avait toujours vécu pour le regard des autres. Lui enlever ce regard serait pire que n'importe quelle condamnation judiciaire. Il y a encore une chose, ai-je ajouté après un moment. L'argent. Je veux récupérer chaque centime qu'ils m'ont volé. Paul a souri pour la première fois de la journée. Ce sera facile. On a accès à tous les comptes. On a les preuves du vol sur le compte de Thomas. On peut bloquer leur accès au fonds avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Et ensuite, eh bien, le patrimoine de l'entreprise et les biens communs seront à partager.
Et maintenant que j'ai les preuves de leur activité, le tribunal sera de notre côté. J'ai senti, pour la première fois depuis 2 jours, quelque chose ressemblant à de l'espoir dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur, ce n'était pas de la joie, c'était la satisfaction de savoir que j'avais un plan, que je n'étais plus une victime, que je devenais celui qui reprenait le contrôle. Faisons-le, ai-je dit finalement. Tout, selon ton plan. Mais je veux être impliqué à chaque étape. Je veux voir ça arriver. Je veux qu'il sache que c'est moi qui suis derrière tout ça. Paul a hoché la tête. On commence demain. Il nous faut du temps pour tout préparer. En attendant, rentre chez toi. Comporte-toi normalement. Tu ne peux pas leur faire savoir que tu sais. Plus longtemps ils se croiront en sécurité, mieux ce sera pour nous. Sortir du cabinet était étrange. Je me sentais à la fois engourdi et plein d'énergie. Ces 2 derniers jours, j'avais été déchiré, brisé, humilié. Maintenant, pour la première fois, je sentais que j'avais une arme. J'avais un plan. Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à la maison, à la villa de Neuilly, vers cet endroit qui avait cessé d'être mon foyer au moment où j'avais franchi le seuil de la chambre, 2 jours plus tôt. Catherine était dans la cuisine quand je suis entré. Elle semblait nerveuse, fatiguée. Ses cheveux n'étaient pas coiffés, son maquillage raté. C'était inhabituel pour elle. « Christophe » a-t-elle commencé. Mais j'ai levé la main. « Pas maintenant, Catherine. Je suis fatigué. Je dois réfléchir. » Je suis passé devant elle pour aller au bureau et j'ai fermé la porte. Je me suis assis au bureau et pour la première fois depuis 2 jours, j'ai ressenti une sorte de calme. Un calme froid et dur. Celui d'un homme qui sait exactement ce qu'il doit faire. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient pouvoir continuer leur vie, leur sale petit business, leurs mensonges. Ils n'avaient aucune idée que je venais de lancer le compte à rebours de leur fin. Et j'avais l'intention de savourer chaque seconde. Si cette histoire te plaît, abonne-toi, clique sur le pouce bleu et écris dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Le lendemain matin, Thierry, le détective, était assis dans mon bureau avec son ordinateur portable et une pile de documents. Nous nous connaissions de l'école d'ingénieur, même s'il avait pris une autre voie, la criminologie, puis les enquêtes privées. Aujourd'hui, son agence était l'une des meilleures de Paris. « On a tout ce qu'il nous faut », a-t-il dit en me montrant l'écran. « Mais il y a un problème. » « Lequel ? Marc n'est pas idiot. Il utilise un cryptage avancé, des VPN, tout passe par Tor. Mais il a commis une erreur. » Thierry a souri. « Il se connectait parfois depuis son téléphone, le téléphone pro de ton entreprise, celui qui a la localisation GPS activée pour la flotte. » J'ai compris immédiatement. On a les lieux exacts où il se trouvait quand il gérait cette opération. Pas seulement ça, on a des données qu'on peut corréler avec les transmissions. On peut prouver que chaque session avec Catherine avait lieu quand Marc était physiquement dans votre maison. C'est une preuve solide, Christophe. Le tribunal va adorer. Mais je ne pensais plus au tribunal. Du moins pas au sens traditionnel. Thierry, j'ai besoin d'autre chose, ai-je dit. J'ai besoin que tu me crées une fausse identité sur le dark web. Quelqu'un de crédible, qui a l'air d'être un concurrent pour Marc. Thierry m'a regardé attentivement. C'est illégal, tu le sais? Tout ce qu'il fait est illégal. Je ne fais que rétablir l'équilibre. Après un long silence, il a hoché la tête. Donne-moi 2 jours. Mais Christophe, sois prudent. Ce n'est pas un jeu. Les gens sur le dark web sont de vrais criminels. Si quelque chose tourne mal, rien ne tournera mal. Je te fais confiance. Pendant les 48 heures suivantes, je me suis comporté comme d'habitude. J'allais au travail, je parlais à Catherine au dîner, je dormais même dans le même lit, bien que la toucher soit comme toucher une statue de glace. Elle aussi sentait ce changement. Elle essayait de me parler, de s'expliquer, mais je disais seulement que j'avais besoin de temps, que je devais digérer tout ça. La vérité, c'est que chaque seconde en sa présence était une torture, mais cela faisait aussi partie du plan. Elle devait penser qu'il y avait peut-être une chance de pardon, qu'elle pourrait peut-être réparer tout ça. Jeudi soir, Thierry m'a envoyé un message crypté. On est prêt. Nous nous sommes retrouvés à son bureau à minuit. Sur l'écran, il m'a montré le profil. Dark King Berlin. Un riche homme d'affaires allemand, intéressé par un investissement dans l'industrie pornographique du dark web. L'histoire semblait crédible. Compte bancaire au Liechtenstein. Faux, mais avec un vrai numéro IBAN. Photo de soirée à Berlin, générée par IA, mais réaliste. Même un historique de transactions avec d'autres plateformes,
fabriqué par Thierry. Maintenant, attention, a dit Thierry. On va se connecter sur le forum où Marc cherche des investisseurs. On va lui proposer un partenariat. Beaucoup d'argent, mais avec des conditions. On veut l'accès à son infrastructure, ses serveurs, sa base de clients. C'est une proposition standard dans ce milieu. Et il va accepter? N'oublie pas que Marc est avide. Tu as vu combien il gagne. Mais il en veut toujours plus. Si on lui propose de doubler le business, de fusionner avec notre réseau allemand, il ne pourra pas refuser. Et il avait raison. En 3 jours, Marc a répondu. Il était intéressé. Il voulait des détails. Thierry menait les négociations de main de maître comme un vrai businessman, prudent mais encourageant. Il proposait une rencontre à Berlin, le transfert d'une première partie du capital, l'intégration des systèmes. Marc a mordu à l'hameçon. Mais le vrai coup est venu d'ailleurs. Paul, mon avocat, avait préparé le plan B. Il a contacté l'un des partenaires de Marc, des Russes, qui gérait une opération similaire à Moscou et était connu pour leur méthode radicale de résolution de conflits. Pas de violence physique. Le dark web a ses règles, plus sophistiquées. C'est une question de réputation, de confiance, de capacité à continuer le business. Paul, utilisant des contacts dans le milieu qu'il avait connu lors d'affaires précédentes, a accidentellement laissé fuiter une info. Marc prévoirait de doubler ses partenaires. Il a un nouvel investisseur allemand. Il prévoit de transférer toute l'opération, tous les clients, toute la base de données vers un nouveau serveur. Les partenaires se retrouveront sans rien. Nous avons fabriqué des preuves, de faux mails entre Marc et Dark King Berlin, où Marc décrivait en détail comment il allait se débarrasser du boulet russe et enfin travailler avec des pros. Les mails avaient l'air authentiques. Même moi j'y aurais cru. Thierry a injecté ces mails dans le réseau de communication interne qu'il avait piraté ces derniers jours. En 1 heure, la moitié du milieu souterrain du dark web savait que Marc, de Paris, était un traître. Vendredi matin, Marc m'a appelé. Sa voix tremblait. « Christophe, il faut qu'on parle. On a un problème à la boîte. » « Quel problème ? » « Pas au téléphone. On peut se voir ? Maintenant ? » Nous nous sommes vus à son bureau. Il avait l'air horrible. Des cernes violets sous les yeux, les mains tremblantes, de la sueur sur le front. Quelque chose s'était passé. Quelque chose de gros. « Christophe, j'ai été piraté, » a-t-il lâché. Quelqu'un s'est introduit dans mes comptes privés. Dans tout. Il m'a grillé auprès de gens avec qui je fais des affaires. Quelles affaires ? Ai-je demandé calmement, alors qu'à l'intérieur je jubilais. Il a hésité. Je savais qu'il était à la croisée des chemins, me dire la vérité ou continuer à mentir. Finalement, le mensonge a gagné. Évidemment. E-commerce. Je gère une boutique en ligne à côté, avec du contenu pour adultes. Je ne voulais pas t'en parler parce que, tu sais, ça pourrait faire mauvais genre pour l'entreprise. Je comprends, ai-je dit, mentant aussi fluidement que lui. Et maintenant ? Je dois tout fermer, immédiatement. Les gens pensent que je les ai arnaqués. Mes comptes bancaires sont bloqués. Christophe, j'ai besoin d'un prêt, 50 000 €, pour que je puisse honorer mes engagements et clore ce sujet une fois pour toutes. Je l'ai regardé un long moment. Cet homme qui avait été mon ami pendant 20 ans, qui avait été témoin à mon mariage, le parrain de mon fils, ce même homme qui couchait avec ma femme et gagnait de l'argent sur mon humiliation. Et maintenant, il me demandait de l'argent. « Marc, » ai-je dit lentement, « je ne te donnerai pas un centime. » Il a blêmi. « Mais, Christophe, c'est ma seule chance. Si je ne ferme pas ça maintenant, je pourrais avoir de graves problèmes. Très graves. Je sais tout. » L'ai-je coupé. Les streams, Catherine, le dark web, chaque putain de détail. Je sais depuis 1 semaine. Un silence est tombé. Marc a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. « Tu sais ce qui est le pire ?» ai-je continué. « Pas que tu aies couché avec ma femme. Pas que vous m'ayez trahi. C'est que vous ayez fait de moi une attraction, un divertissement pour des pervers. Vous avez gagné de l'argent sur mon humiliation. Et tu pensais que tu t'en tirerais comme ça. Christophe, écoute, » a-t-il commencé. Mais j'ai levé la main. « Non, toi, écoute. Tes partenaires russes pensent maintenant que tu es un traître. Tes comptes sont bloqués non pas par des hackers, mais par le procureur. Mon avocate a déposé plainte hier. J'ai chaque preuve, chaque mail, chaque transaction, chaque enregistrement. Et tout ça ira au tribunal.
Marc s'est effondré sur sa chaise. Tu ne peux pas. Ça va nous détruire tous. Toi aussi. Je sais. Et je m'en fous. Parce que vois-tu, Marc, la semaine dernière, j'ai appris quelque chose d'important. J'ai appris que certaines choses sont plus importantes que la réputation, plus importantes que l'argent, plus importantes même que la fierté. Je me suis levé. La justice, c'est plus important. Je suis sorti de son bureau, le laissant seul avec sa peur, sa paranoïa, la vision de la prison et de la vengeance des gangsters russes. Est-ce que les gangsters viendraient vraiment pour lui? Je ne savais pas. Mais lui, il y croyait, et cela suffisait. Catherine organisait ce samedi son brunch caritatif annuel pour ses amis. 20 des femmes les plus riches de Neuilly, Versailles et Paris. La réunion se tenait chez nous depuis 5 ans. C'était toujours un jour pour lequel Catherine se préparait des semaines à l'avance. Traiteur du meilleur restaurant, décoration, photographe, tout devait être parfait. Cette fois aussi, ça devait être parfait. Mais d'une autre manière. Catherine avait été nerveuse toute la semaine. Après ma discussion avec Marc, elle savait que quelque chose s'écroulait. Marc ne répondait pas au téléphone. Ses comptes étaient bloqués. Et moi je me comportais comme si de rien n'était. C'est ce qui l'effrayait le plus. Mon silence, mon calme, mon sourire froid au petit déjeuner. Christophe, a-t-elle tenté vendredi soir? À propos de ce brunch, peut-être qu'il vaudrait mieux l'annuler? Je ne me sens pas très bien. Pourquoi? Ai-je demandé sans lever les yeux de mon journal. C'est ton événement préféré de l'année. Toutes tes amies. Elles seraient déçues. Mais, après tout ça, peut-être qu'on devrait... Après tout quoi, Catherine? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Elle a blêmi. Elle savait que je tramais quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Et c'était magnifique. Samedi matin, la maison s'est remplie de l'odeur des fleurs et des plats raffinés. Catherine avait mis sa robe crème Chanel, que je lui avais achetée l'année dernière à Paris. Cheveux relevés impeccablement, maquillage sans défaut. Elle ressemblait à l'héroïne d'un film sur la vie parfaite. Les invités sont arrivés à 11h pile. Je reconnaissais tous les visages. Magdalena, femme de promoteur immobilier. Johanna, ex-mannequin, maintenant décoratrice d'intérieur. Agnès, propriétaire d'une chaîne de boutiques. Et toutes les autres. Des femmes qui vivaient dans la même bulle que Catherine. Une bulle de luxe, d'apparence, de perfection feinte. Je les ai saluées courtoisement et je suis allé dans mon bureau. Officiellement, pour leur laisser leur intimité. Officieusement pour préparer le dernier acte de cette mise en scène. À midi, alors que le brunch battait son plein, que le champagne coulait à flots et que les conversations tournaient autour des vacances à Dubaï et des nouveaux sacs Hermès, je suis entré dans le salon, une tablette à la main. Excusez-moi de vous interrompre, ai-je dit poliment. Mais il y a quelque chose que vous devriez toutes voir. Quelque chose à propos de ma femme. Un silence est tombé. 20 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Catherine est devenue blanche comme un linge. Christophe, non, a-t-elle chuchoté. Depuis 1 an, ai-je continué calmement. Ma femme mène une double vie. Avec l'homme que je considérais comme mon ami, elle me trompe. Pas seulement de manière traditionnelle. Il se filmait, diffusait en direct, pour des spectateurs du monde entier. Il gagnait de l'argent avec ça, 180 000 € en 1 an. J'ai tendu la tablette à Magdalena qui était assise le plus près. Sur l'écran, une page du dark web, recadrée, censurée aux endroits clés, mais suffisamment claire pour voir les visages. Catherine, Marc, les titres des streams. Magdalena regardait l'écran avec incrédulité. Puis elle a passé la tablette. L'une après l'autre, toutes les femmes ont vu les preuves. Certaines portaient la main à leur bouche, d'autres secouaient la tête. Agnès s'est levée et est sortie sur la terrasse, comme si elle avait besoin d'air frais. C'est une erreur, a fini par balbutier Johanna. Catherine ne ferait jamais. Ce n'est pas une erreur, l'ai-je coupé. J'ai les relevés bancaires, les mails, toute la correspondance. Le procureur a déjà reçu la plainte. Et ce n'est pas tout. J'ai regardé Catherine, assise, rigide comme une statue. Elle volait aussi sur le compte de notre fils, son fonds d'études. L'argent que je mettais de côté pour lui depuis sa naissance. Elle l'investissait en bitcoin pour assurer son avenir, au cas où je découvrirais tout. Personne ne parlait. Seul le tic-tac de l'horloge du salon remplissait le silence. Christophe. Catherine s'est levée lentement.
Sa voix tremblait. On peut en parler en privé? S'il te plaît. Non, ai-je répondu fermement. Pendant 23 ans, tout entre nous était privé. Notre vie, notre mariage, notre intimité. Et toi, tu as rendu tout ça public. Tu as vendu ça pour de l'argent. Alors maintenant, il n'y a plus rien de privé. Magdalena a posé la tablette sur la table. Je pense qu'on devrait y aller, a-t-elle dit doucement. Les autres femmes ont commencé à se lever, à prendre leurs sacs, jetant des regards gênés vers Catherine. Attendez, a dit Catherine désespérément. Ce n'est pas ça. Il ne comprend pas. C'était juste, ça ne voulait rien dire. Mais plus personne n'écoutait. L'une après l'autre, toutes ses amies sont sorties. Certaines me jetaient des regards compatissants. D'autres fuyaient simplement mon regard. Mais aucune n'a dit un mot de réconfort à Catherine. Aucune n'a pris sa défense. Dans le milieu de Neuilly, il y avait une règle plus importante que toutes les autres, la loyauté dans le mariage. Tu pouvais être arrogante, froide, matérialiste, mais si tu trompais ton mari, si tu détruisais ta famille, tu devenais persona non grata. Et si en plus tu avais gagné de l'argent de façon aussi honteuse, tu étais fini. Quand la dernière invitée est partie, Catherine s'est effondrée sur le canapé. Elle ne pleurait pas. Elle restait juste assise, regardant dans le vide. Tu m'as détruite. A-t-elle chuchoté finalement? Non, ai-je répondu. Tu t'es détruite toi-même. Je n'ai fait que montrer la vérité. Tu n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit? Ma voix s'est élevée pour la première fois. Toi, tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit de nous filmer sans mon accord. Tu n'avais pas le droit de vendre mon humiliation. Tu n'avais pas le droit de voler ton propre fils. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Dans l'allée, il restait une voiture, celle de mon avocat Paul, qui attendait le signal dans le garage. Dans 1 heure, tu recevras les papiers du divorce, ai-je dit, regardant toujours par la fenêtre. Mon avocat a tout préparé. Tu aurais pu avoir un divorce civilisé, Catherine. On aurait pu partager les biens moitié-moitié, se séparer à l'amiable. Mais tu as choisi la guerre. Je me suis tourné vers elle. Alors ce sera la guerre. Et tu vas perdre. Tu vas tout perdre. La maison reste à moi. Elle est à mon nom. Et tu viens de commettre un crime en son sein. La moitié de l'entreprise? Oublie. J'ai les preuves que tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour une activité illégale. L'argent des bitcoins? Bloqué par la justice. Chaque centime que tu as volé à Thomas retournera sur son compte avec intérêt. Catherine me regardait avec incrédulité. Je vais me retrouver sans rien. Non, tu te retrouveras avec une condamnation judiciaire, avec une réputation d'escroc pornographique, avec la certitude que ton fils ne te pardonnera jamais, et avec le souvenir du jour où tu as cru être plus maligne, plus forte, meilleure que ton mari. Paul est entré dans le salon avec un dossier plein de documents. Il l'a posé sur la table devant Catherine. « Madame Mercier », a-t-il dit formellement, « demande de divorce, avis d'ouverture de procédure pénale, ordonnance de saisie des biens, interdiction d'approcher les témoins, y compris votre fils Thomas. Vous avez le droit à votre avocat. Je vous conseille d'en trouver un bon. » Catherine a signé tous les papiers d'une main tremblante. Elle n'avait pas le choix. Chaque jour de retard ne ferait qu'aggraver sa situation. Quand elle est sortie de la maison, n'emportant qu'une seule valise, le reste de ses affaires lui serait envoyé plus tard. J'ai ressenti un vide étrange. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste du vide. Pendant 23 ans, j'avais vécu avec cette femme. J'avais construit une vie, des rêves, un avenir avec elle. Et maintenant, en 2 semaines, tout s'était effondré. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que Catherine ignorait. La dernière pièce, la plus parfaite, de ma vengeance. Car voyez-vous, ce que j'avais montré à ces femmes lors du brunch, ce n'était pas de vraies captures d'écran du dark web. Elles étaient fabriquées. Les vrais enregistrements restaient en sécurité, bloqués, inaccessibles à quiconque sauf moi et le procureur. Je n'aurais jamais permis que ma véritable humiliation fuite publiquement. Mais Catherine ne le savait pas. Ses amis non plus. Elle pensait avoir vu la vérité. Et la vérité, c'est qu'elle n'avait vu que ce que je voulais qu'elle voie. C'était une leçon que j'avais apprise en affaires il y a longtemps. Contrôle le récit, contrôle tout. Catherine et Marc pensaient contrôler la situation quand ils diffusaient ma vie. Mais maintenant, je contrôlais chaque détail de leur chute. Le procès a commencé 3 mois plus tard, en juin.
La salle d'audience du tribunal de Paris était pleine. Journalistes, avocats, curieux. L'affaire du millionnaire du dark web était devenue une sensation médiatique, bien que les détails soient soigneusement protégés par le tribunal. Mon nom n'est jamais apparu publiquement. J'étais seulement un entrepreneur parisien partie civile. Marc était assis à droite de la salle, pâle et émacié. En 3 mois, il avait dû perdre 10 kilos. Son avocat, un ténor du barreau parisien, semblait résigné. Les preuves étaient accablantes. Catherine était assise plus loin, avec sa propre représentation juridique. Elle ne m'a pas regardé une seule fois pendant tout le procès. Elle portait une robe noire simple, les cheveux tirés en un chignon serré. Loin de l'élégance à laquelle elle était habituée. Le procureur a présenté chaque preuve méthodiquement, professionnellement. Les mails, les virements bancaires, les enregistrements, les témoignages d'experts en cybersécurité, les extraits de serveurs. Tout avait été sécurisé correctement, légalement, sans aucun doute sur l'authenticité. Mon témoignage a été bref. J'ai raconté comment j'avais découvert la diffusion. Ce que j'avais ressenti en comprenant l'ampleur de la trahison. Je n'ai pas dramatisé. Pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Pendant 23 ans, j'ai travaillé honnêtement, ai-je dit au juge. J'ai bâti une entreprise, une famille, un avenir. Et ils ont transformé ma vie en cirque, en divertissement pour criminels et pervers, pour de l'argent. Le verdict est tombé après 4 jours d'audience. Marc, 3 ans de prison avec sursis, travaux d'intérêt général, interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans, obligation de me verser des dommages et intérêts à hauteur de 250 000 €. Catherine, 1 an de prison avec sursis, remboursement de tout l'argent volé sur le compte de Thomas, indemnisation pour moi de 100 000 €, interdiction de contact avec notre fils pendant 2 ans. Ce n'était pas suffisant. Aucune punition ne pouvait compenser ce qui avait été perdu. Mais c'était quelque chose. C'était la reconnaissance officielle qu'ils étaient coupables, que j'étais la victime. Après le procès, je suis sorti du tribunal par la porte arrière pour éviter les journalistes. Paul marchait à mes côtés. « C'est fini », a-t-il dit. « C'est fini, Christophe. » Mais je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. La vie après le divorce était étrange. La maison de Neuilly, qui autrefois débordait de vie, était maintenant silencieuse et vide. Chaque pièce me rappelait ce que j'avais perdu. La famille qui s'était brisée. La confiance qui avait été anéantie. Thomas est revenu d'Angleterre, où il étudiait, quand il a appris pour le procès. Il n'avait pas parlé à sa mère depuis. Il est resté assis avec moi dans le bureau toute la nuit quand je lui ai tout raconté. « Papa », a-t-il dit finalement, « je suis désolé que ça te soit arrivé. Ce n'est pas toi qui devrais t'excuser, fils. Je sais, mais désolé de n'avoir rien vu, d'avoir été si loin, si occupé par mes affaires. Peut-être que si j'avais été là, tu n'aurais rien changé, l'ai-je interrompu. Ce n'était pas ta responsabilité, c'était la mienne. Et je n'ai rien vu. J'ai vécu avec cette femme 23 ans et je n'ai rien vu. Thomas m'a pris dans ses bras. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il l'avait fait. Peut-être quand il était enfant, peut-être avant son départ pour l'Angleterre. Mais maintenant, dans ce bureau, dans cette maison vide, cette étreinte signifiait tout. L'entreprise a survécu au scandale. Quelques clients se sont retirés au début, mais la plupart sont restés. Ma réputation d'homme d'affaires honnête était inébranlable. Et les employés étaient loyaux. Ils savaient que je n'étais pas coupable, que j'étais victime d'un crime. Marc a été effacé de l'entreprise, son nom retiré des documents, son bureau vidé, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé à Bordeaux, où il essayait de recommencer à zéro. Mais sa réputation le précédait. Personne dans le secteur ne voulait travailler avec lui. Personne ne lui faisait confiance. Catherine a loué un petit appartement en banlieue, à Pantin. Elle travaillait comme vendeuse dans une boutique. Ses bitcoins ont été confisqués par la justice et reversés comme partie de l'indemnisation. Ses comptes bancaires sont vides. Ses amis l'ont abandonnée. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de me contacter plusieurs fois. Des lettres, des mails, des tentatives d'appel depuis différents numéros. Mais je n'ai jamais répondu. Il n'y avait plus rien à se dire. Le chapitre était clos. La page tournait. Un soir, 6 mois après le procès, j'étais assis sur la terrasse avec un verre de vin. Paris s'étendait devant moi.
les lumières de la ville, le trafic, la vie qui continuait. Le monde ne s'était pas arrêté quand ma vie s'était effondrée. Il avait simplement avancé. Et moi aussi, je devais avancer. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. À la trahison, au mensonge, à l'humiliation. À cette année entière où j'avais vécu dans l'ignorance, pendant qu'il gagnait de l'argent sur ma douleur. Mais j'ai aussi pensé à autre chose. Au fait que j'avais découvert la vérité. Que j'avais réagi. Que je ne les avais pas laissés gagner. Je n'avais pas utilisé la violence. Je n'avais pas enfreint la loi. J'avais simplement utilisé le système, la vérité et leur propre stupidité contre eux. C'était la justice. Peut-être pas parfaite, peut-être insuffisante. Mais c'était la justice. Mon téléphone a vibré. Un message de Paul. Le virement a été effectué. 350 000 sur ton compte. L'indemnisation en totalité. J'ai regardé le message un long moment. L'argent. Tant de gens pensaient que l'argent peut tout réparer. Mais il ne peut pas restaurer la confiance. Il ne peut pas remonter le temps. Il ne peut pas changer ce qui est arrivé. Mais il pouvait construire quelque chose de nouveau. Le lendemain, j'ai appelé Thomas. « Fils », ai-je dit, « j'ai pensé à quelque chose. Que dirais-tu d'un nouveau départ? Toi et moi. On pourrait développer l'entreprise ensemble. Il est peut-être temps que tu rentres en France. J'ai entendu un sourire dans sa voix. Papa, je croyais que tu ne le demanderais jamais. Et c'est ainsi, doucement, que j'ai commencé à reconstruire. Pas ce que j'avais perdu. Ça, on ne peut jamais le récupérer. Mais quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux. Quelque chose bâti sur la vérité et non sur le mensonge. Catherine et Marc avaient commis la plus grande erreur de leur vie en pensant qu'ils pouvaient m'utiliser. Ils avaient payé pour ça de tout ce qu'ils avaient. Leur liberté, leur argent, leur réputation, leur avenir. Et moi, je tenais encore debout. Blessé mais vivant, brisé mais pas vaincu. Et c'était quelque chose qu'ils n'auraient jamais. Savoir que même au pire moment j'avais gardé ma dignité. Car c'est précisément ce qui nous différencie d'eux. Ils ont choisi le mensonge, la trahison, l'exploitation. J'ai choisi la vérité, la justice et la force de me relever. Et ça a fait toute la différence. Si l'histoire t'a captivé, abonne-toi, clique sur le pouce bleu et dis-nous en commentaire comment, selon toi, tout s'est déroulé.